Bonjour, mon nom est Geneviève Perrault. À titre de titulaire de la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce troisième webinaire d'une série de 6, intitulé « Regards croisés sur les enseignants en prison en France ». L'événement original se déroule en français, mais vous pouvez choisir une version anglaise ou espagnole traduite par nos interprètes. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en appuyant sur le bouton illustrant une planète, probablement au bas de votre écran. En sélectionnant la langue de votre choix, vous entendrez la version originale en sourdine, à moins de couper le son original pour n'entendre que l'interprète dans la langue sélectionnée. Le webinaire d'aujourd'hui s'intéressera spécifiquement à l'identité enseignante en prison. Pour ce faire, nous avons le privilège d'accueillir M. Jean-Luc Hérault, responsable national de l'enseignement en milieu pénitentiaire, direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice en France, Catherine Lafaou, enseignante et responsable locale de l'enseignement au centre scolaire de la Maison centrale de Poissy de l'unité pédagogique régionale de Paris, et Mme Fanny Salane, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Nanterre. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur présence aujourd'hui. Par ailleurs, si vous souhaitez adresser une question à nos invités, vous pouvez le faire par écrit sur l'espace Q&A, donc Q&A ou questions et réponses en bas de votre écran. Notez également que le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube sur le site du site de la chaire, de même que les présentations seront également disponibles sur le site. Nous partagerons le lien dans l'espace questions et réponses pendant l'événement. Enfin, nous souhaitons vous remercier pour votre participation à ce webinaire et pour votre contribution à l'éducation en prison. Je laisse maintenant la parole à nos invités. Bon webinaire. Bien, merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran et j'espère que tout le monde voit bien. Bien, mais tout d'abord, je souhaite remercier l'UNESCO et plus particulièrement sa chaire de recherche appliquée pour l'éducation en prison d'avoir organisé cette série de webinaires et surtout d'avoir accepté notre proposition de table ronde sur les enseignants et enseignantes en milieu carcéral. Cette proposition part d'un constat, le peu d'intérêt finalement pour ce groupe professionnel. Ce peu d'intérêt se traduit par un manque de recherche d'une part et un manque de données pour les caractériser d'autre part. Donc cette table ronde souhaite corriger ce manque de visibilité en croisant les approches et les expertises. Elle s'appuiera sur 3 présentations. Dans un premier temps, Jean-Luc Hérault, responsable national de l'enseignement en milieu pénitentiaire, présentera le contexte historique, institutionnel et législatif de l'enseignement en prison en France, afin de dresser le cadre dans lequel les 3 contributions s'insèrent. Il se penchera ensuite plus précisément sur le corps enseignant. Après avoir présenté les conditions de sélection et de recrutement auxquelles les enseignants et enseignantes sont soumis, il mettra en lumière leurs principales caractéristiques sociodémographiques à partir d'une enquête menée en 2019. Catherine Lafaou, responsable locale de l'enseignement à la Maison centrale de Poissy, partagera ensuite sa trajectoire professionnelle et notamment son expérience d'enseignante en milieu dit ordinaire, puis en prison. Elle tentera de faire des ponts entre son expérience individuelle et une approche plus partagée du métier d'enseignant et d'enseignante en prison. Enfin, je me pencherai sur les raisons qui poussent des enseignants à intégrer le milieu carcéral. Je m'appuierai pour cela sur une recherche exploratoire que je mène actuellement auprès d'enseignants nouvellement nommés en prison. Chacun et chacune, à sa manière, tentera de répondre à la double question qui sert de cadre général à la table ronde. Qui sont les enseignants en milieu carcéral aujourd'hui en France? Comment peut-on les caractériser? Dans ce dernier volet, il s'agira d'essayer d'identifier des éléments dans leur trajectoire, dans leurs expériences professionnelles, dans leur rapport au métier et dans la définition qu'ils en donnent, qui seraient communs et permettraient ainsi de dessiner les contours de la profession enseignante en prison. Ces éléments sont bien évidemment mis au travail dans notre présentation et soumis à la discussion.
Je vous remercie et je passe la parole à Jean-Luc Ayrault et vous remercie de votre écoute. Bonjour à tous. Merci Fanny Salane pour cette invitation à participer à ce webinaire et de me donner ainsi l'occasion d'apporter le regard de l'institution scolaire tout d'abord, mais aussi justice sur les enseignants en prison. Donc, je suis Jean-Luc Ayrault, donc responsable de l'enseignement en milieu pénitentiaire. Je suis un cadre, donc proviseur de l'éducation nationale, personnel de direction et actuellement détaché auprès de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice pour assurer le pilotage au niveau national de l'enseignement en milieu pénitentiaire. Mon intervention va s'articuler donc en 3 points. En trois temps, les éléments de contexte sur l'organisation de l'enseignement en France et l'organisation spécifique de l'enseignement au milieu pénitentiaire, les conditions de sélection et de recrutement des enseignants au milieu pénitentiaire et enfin quelques caractéristiques sociales que l'on retrouve chez les enseignants en milieu pénitentiaire en comparaison avec les enseignants du milieu ordinaire. Alors, quelques éléments de contexte. Donc, il faut rappeler tout d'abord l'organisation de l'enseignement en France. Donc, il y a le premier degré qui correspond au niveau primaire. Ce sont les écoles maternelles et élémentaires qui accueillent les enfants de 3 à 10 ans. Les enseignants du premier degré sont des instituteurs jusque dans les années 90, puis des professeurs des écoles. Ce sont des enseignants pluridisciplinaires qui exercent donc dans les écoles. Certains, comme on le verra, peuvent être spécialisés. Il y a aussi le second degré qui correspond au niveau donc, secondaire. Ce sont les établissements collèges et les lycées qui accueillent les jeunes entre 11 ans et 18 ans. Dans cette tranche d'âge, il y a 2 diplômes importants. Le diplôme national du brevet à la fin du collège, vers 15 ans, qui permet d'évaluer l'acquisition du socle commun de connaissances et de culture, qui est un minimum attendu pour tous afin de pouvoir s'insérer socialement. Et puis, à la fin du lycée, le baccalauréat, donc vers 18 ans, qui atteste de la fin des études secondaires et permet l'accès aux études supérieures. Les enseignants du second degré sont des professeurs des lycées et des collèges ou encore des lycées professionnels. Ils enseignent une discipline en collège et en lycée ou 2 disciplines comme en lycée professionnel. Donc, comme nous le verrons, les enseignants en milieu pénitentiaire sont très majoritairement issus du premier degré. Maintenant, quelques repères historiques sur l'enseignement en prison. C'est juste après-guerre, entre 1944 et 1946, que Paul Amor, alors directeur de l'administration pénitentiaire, indique que le régime du détenu doit, je cite, tendre principalement à son instruction générale et professionnelle et à son amélioration. L'article à l'époque du Code de procédure pénale consacré à l'enseignement est ainsi formulé. L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires. Les condamnés âgés de moins de 25 ans et qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment sont astreints à recevoir cet enseignement et les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande. Le rôle clairement assigné à l'enseignement est l'acquisition des savoirs de base, ce qui correspond donc à l'enseignement primaire. Cela détermine alors de faire appel à des instituteurs enseignants du premier degré. Rapidement, quelques autres repères historiques. Donc, entre 1950 et 1980, on voit petit à petit se développer l'affectation d'instituteurs dans toutes les prisons de France. Cela commence en 1950 dans la prison de Caen, en Normandie, par l'intervention d'instituteurs bénévoles. L'expérience est rapidement étendue à 4 établissements l'année suivante. À partir des années 60, les instituteurs sont nommés à temps plein. Ce sont des instituteurs mis à disposition de la direction de l'administration pénitentiaire, mais qui restent sous la tutelle de l'Éducation nationale. En 1968, on dénombre 122 instituteurs en milieu pénitentiaire. Dans les années 80, on voit aussi se développer l'intervention d'enseignants du second degré, notamment dans les établissements de la région de Paris, pour répondre aux besoins d'enseignement des personnes détenues niveau lycée et post-bac.
Donc, sur toutes ces périodes, les enseignants sont rattachés administrativement à des établissements voisins, des établissements pénitentiaires. Il faut attendre 1995 pour parvenir à la signature d'une première convention entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Justice qui crée des unités pédagogiques régionales, UPR, donc qui est le niveau régional de pilotage. Il y a aussi la signature conjointe d'une circulaire qui précise les modalités de recrutement, de gestion des personnels qui exercent en milieu pénitentiaire. Alors, quelques éléments sur ce partenariat. Donc, l'enseignement en milieu pénitentiaire s'inscrit dans une perspective d'éducation permanente, de formation tout au long de la vie et de préparation à un diplôme ou une certification afin d'améliorer le niveau de qualification de la personne détenue. Il s'adresse de façon obligatoire aux mineurs incarcérés et prioritairement aux personnes ne maîtrisant pas ou peu la langue française, compétence jugée indispensable pour l'insertion sociale et professionnelle et l'accès au savoir et à la culture. Donc, ce sont en particulier les catégories analphabètes, situation d'illettrisme, allophone, ainsi qu'aux personnes qui ne sont pas ou peu diplômées afin d'améliorer leur employabilité. Le cadre législatif et organisationnel est celui de la Convention de partenariat, ministère de la Justice, ministère de l'Éducation nationale, qui est donc en place, comme on vient de le préciser, depuis 1995 et qui est renouvelée depuis régulièrement. La convention actuelle a été re-signée le 15 octobre 2019 dernier en présence des deux ministres, ce qui montre l'importance du sujet pour les deux ministères. Cette convention précise les conditions d'accès à la formation et à l'enseignement des personnes détenues, les objectifs, les missions, les moyens mis à disposition dans une perspective d'éducation permanente, de poursuite ou de reprise d'un cursus de formation et de préparation d'un diplôme. La circulaire, co-signée par le directeur de l'administration pénitentiaire et par le directeur général de l'enseignement scolaire, précise de son côté les conditions de recrutement, d'affectation, de formation et les missions des différents personnels de l'éducation nationale agissant dans l'enseignement en milieu pénitentiaire. Alors, si on précise l'encadrement et le pilotage, il y a 3 niveaux de pilotage et d'encadrement. Un niveau national, l'encadrement de l'enseignement en milieu pénitentiaire est assuré par 2 cadres de l'éducation nationale. Donc, mon collègue Fabien Marmonnier, qui est inspecteur de l'éducation nationale, et moi-même, et nous sommes détachés à la direction de l'administration pénitentiaire. Le niveau régional d'encadrement est assuré par un proviseur, directeur d'unité pédagogique régionale et un adjoint. Donc, il y a 10 UPR en France pour l'ensemble du territoire. Le niveau local est assuré par un enseignant du premier ou du second degré, donc le responsable local de l'enseignement, RLE, qui coordonne l'enseignement au sein de l'unité locale de l'enseignement, ULE, de l'établissement pénitentiaire. Il fait localement le lien entre les enseignants d'une part et la direction de l'UPR et l'administration pénitentiaire d'autre part. Ma collègue Catherine Lefaou, qui prendra la parole juste après, est une de ces enseignantes RLE. Il y en a 180 en France. Enfin, pour finir cette partie générale, quelques éléments chiffrés sur l'enseignement en milieu pénitentiaire. Donc, on l'a dit, 10 unités pédagogiques régionales, 27 personnels de direction qu'on retrouve au niveau des unités pédagogiques régionales et des établissements spécialisés pour mineurs. 518 équivalents temps plein d'enseignants, premier et second degré, plus de 1270 enseignants vacataires qui font un volume de 241 ETP supplémentaires. Environ un poste d'enseignant pour 100 détenus hébergés. Chaque semaine, 15 500 heures d'enseignement dispensées.
Donc, il y avait 70 059 détenus hébergés au 1er janvier 2019 et l'enseignement présentait donc un taux de scolarisation de 24,9%. Pour les mineurs, ce taux de scolarisation est supérieur à 95% puisque c'est une obligation de scolarisation pour tous les mineurs incarcérés. Alors maintenant, nous allons voir les conditions de recrutement des enseignants en milieu pénitentiaire. Donc c'est un recrutement qui est spécifique et qui s'inscrit dans le champ de l'école inclusive. Cette spécialisation est reconnue par un diplôme, le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'école inclusive, CAPI. Il est commun à la fois aux enseignants du premier et du second degré. Ce diplôme permet aux enseignants titulaires d'exercer dans l'enseignement spécialisé auprès d'un public spécifique d'élèves présentant des difficultés importantes d'apprentissage et ou relevant du champ du handicap, nécessitant des adaptations dans la transmission des savoirs et la pédagogie. Ce diplôme est obtenu après une formation de 300 heures et un examen. L'enseignement en milieu pénitentiaire relève par les spécificités du public de l'adaptation scolaire. Et il existe parmi ce certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques d'éducation inclusive une option particulière dénommée « Enseigner en milieu pénitentiaire et en centre éducatif fermé ». Les enseignants du premier et du second degré qui exercent en milieu pénitentiaire doivent avoir ce diplôme pour être titularisés. Maintenant, les conditions du recrutement. Donc, c'est un recrutement des enseignants qui se fait conjointement par l'Éducation nationale et l'administration pénitentiaire. La commission est composée par le directeur du PR, un inspecteur de l'Éducation nationale, le directeur de l'établissement pénitentiaire et souvent le RLE est associé. Cette commission reçoit les enseignants volontaires pour ce type de poste et veille à l'adéquation entre les exigences du poste et les capacités des enseignants. Le professeur sélectionné est alors nommé d'abord pour une année probatoire afin de vérifier la bonne adéquation entre le poste et ses compétences. Et c'est seulement à l'issue de cette année, si l'enseignant le souhaite, autrement il peut retrouver son ancien poste, et si cela est validé donc par l'UPR et par l'inspection, que le professeur est alors titularisé par l'autorité académique. Lors de la première année, les enseignants bénéficient également d'une formation d'adaptation au poste spécifique délivrée à l'École nationale de l'administration pénitentiaire pour la partie connaissance de l'administration pénitentiaire et à l'Institut INS-HEA, institut spécialisé dans la formation des enseignants spécialisés pour la partie pédagogique. Il y a donc dans chaque établissement pénitentiaire, dans chaque unité locale d'enseignement, selon la taille de l'établissement pénitentiaire, un enseignant responsable local et de 1 à 3 enseignants titulaires à temps plein. Ils constituent l'équipe de l'unité locale d'enseignement. En fonction de l'offre de formation et des besoins de formation, et pour s'adapter donc à ces besoins des personnes détenues, des enseignants sont recrutés en complément localement et rémunérés en vacations ou en heures supplémentaires de cumul d'emploi. Et ce recrutement de ces professeurs vacataires se fait après l'analyse du besoin, notamment par le RLE, pour compléter l'offre de formation. Ce sont surtout des professeurs disciplinaires, comme vous pouvez le voir sur le petit graphique, voilà, représentatif de l'ensemble des disciplines nécessaires pour couvrir l'offre de formation. Voilà, et puis donc pour terminer mon propos et sur la partie caractéristiques sociales des enseignants en milieu pénitentiaire, en comparaison des enseignants en milieu ordinaire,
Au niveau national, donc, il nous est apparu important de mieux connaître les caractéristiques des enseignants en milieu pénitentiaire. Ces renseignements ne sont pas simples à avoir parce que les enseignants dépendent de différentes bases et il n'y a pas une synthèse facile à obtenir. Donc, nous avons réalisé notre propre enquête sur la base des données administratives de l'annuaire des enseignants qui exercent en milieu pénitentiaire. Et nous en avons fait une exploitation statistique à partir des données telles que le sexe, l'année de naissance, l'entrée en pénitentiaire, le statut, le degré, le grade, la spécialité. Nous avons recensé au moment de cette enquête 1709 enseignants dans cet annuaire. Alors, quelques éléments de cette enquête. Donc, les enseignants titulaires sont très majoritairement des enseignants du premier degré, à 82%. Les enseignants du second degré sont minoritaires, même si on peut mesurer actuellement une petite tendance à une augmentation de ce nombre au détriment du premier degré, en lien avec des changements de besoins de formation. Par ailleurs, c'est le graphique de droite, il y a des professeurs vacataires qui, eux, sont très majoritairement des professeurs du second degré, à 86,8%. Le temps d'intervention moyen d'un professeur vacataire est de 2,4 heures, donc 2 à 3 heures, on va dire une demi-journée d'intervention en milieu pénitentiaire sur donc une discipline particulière. Si on regarde la donnée sexe, on observe une quasi-parité en milieu pénitentiaire entre les femmes et les hommes, ce qui est une caractéristique sociale de l'enseignement très différente du milieu ordinaire. En effet, si on regarde le premier degré en milieu ordinaire, il est très majoritairement féminisé, plus de 85%, et également dans le second degré, même si cette différence est moindre. Si on regarde maintenant un autre indicateur qui est l'âge moyen des enseignants en milieu pénitentiaire, on observe que la moyenne d'âge des enseignants est supérieure à celle des enseignants en milieu ordinaire, qu'ils soient du premier degré, on a une différence de plus 5,5 ans, ou du second degré, plus 3,5 ans. Cela montre que l'expérience professionnelle est plus grande. On rentre dans le milieu pénitentiaire plutôt en seconde carrière. Un dernier indicateur, donc l'ancienneté dans le poste. On observe que dans le milieu pénitentiaire, le temps moyen sur le poste est plus important qu'en milieu ordinaire. Il est de plus 3 ans si on le compare au premier degré et de plus 2 ans si on le compare au second degré. Donc en conclusion, sur ces 3 éléments, on peut faire ressortir 3 éléments. Une quasi-parité femmes-hommes chez les enseignants en milieu pénitentiaire, une moyenne d'âge plus élevée qu'en milieu ordinaire, de plus 4 à plus 6 ans, une durée sur le poste plus grande qu'en milieu ordinaire, de plus 2 à plus 3 ans. Merci à vous. Merci beaucoup, Jean-Luc Ayrault. Nous allons passer directement à la deuxième présentation. Donc, je passe la parole à Catherine Lefaou. Donc merci Fanny pour cette invitation à présenter mon parcours d'enseignante en milieu carcéral. Donc je vais essayer de vous présenter mon parcours professionnel personnel pour tirer de cet exemple singulier des caractéristiques communes à l'ensemble des enseignants qui interviennent en établissement pénitentiaire. Donc mon parcours personnel, ça fait 30 ans que j'enseigne, donc ça commence à faire un petit peu. J'ai un parcours assez classique et linéaire qui correspond finalement aux standards des parcours des enseignants en France, avec une entrée dans l'éducation nationale sur concours, et puis un déroulement de carrière dans les 2 niveaux d'établissement, que ce soit collège ou lycée. Mais moi, je fais partie des enseignants du second degré que vous a présenté Jean-Luc Ayrault. Ce qui peut-être caractérise mon parcours, c'est que j'ai toujours eu un grand souci de continuer à me former pendant ma pratique professionnelle. Comme le montrent 2 exemples, il y a 2 ans, j'ai passé le diplôme universitaire adolescent difficile. Et donc, je suis actuellement responsable locale de l'enseignement et enseignante à temps plein à la Maison centrale de Poissy.
Sur mon parcours professionnel, son origine, ça la relève d'une vocation, puisque en effet, c'est un choix d'enseigner. Et ça correspond à mon engagement professionnel et citoyen qui s'articule autour de ma passion pour la littérature. Donc j'ai ce privilège immense de pouvoir faire un métier qui me plaît et qui conjugue mes envies professionnelles et mes passions personnelles. Ma manière d'enseigner correspond à des pratiques variées. Au cours de mon parcours, en France, nous avons des classes que l'on appelle à profil, c'est-à-dire des classes qui s'adressent à des publics spécifiques, généralement en difficulté, et dont la principale caractéristique est d'amener un travail en équipe indispensable pour pouvoir faire réussir nos élèves, travail en équipe qui s'articule avec une pédagogie de projet. Bien sûr, cette manière d'enseigner conduit à ouvrir la pratique pédagogique vers de nombreux voyages et sorties culturelles. Alors, en ce qui concerne ma pratique de professeur de lettres, ça a été beaucoup autour du théâtre, du cinéma, mais également de rencontres littéraires. Également la pratique du blog pédagogique, qui était, lorsque j'étais en milieu ordinaire, un outil de travail avec les élèves, qui est devenu maintenant plus davantage un outil de communication, une sorte de vitrine de ce qui peut être fait en détention. Donc, ces pratiques variées sont une des marques de mon parcours. Autre marque importante, il me semble, mais je l'ai pratiquée, mais d'autres collègues également, il s'agit d'avoir une implication forte dans les différentes missions liées au métier. Enseigner, ce n'est pas que être un professeur avec ses élèves, et ça me semble un atout très important pour enseigner en établissement pénitentiaire. Donc, pour ma part, j'ai par exemple été référente culture dans le lycée dans lequel j'enseignais, également coordonnatrice de l'équipe de lettres. Je participais aussi au conseil d'administration, à l'amicale des personnels pour la dimension conviviale qui est essentielle pour faire équipe. J'ai été également professeure principale, ce qui en France signifie un suivi pour l'aide et l'orientation aux élèves dans leur parcours scolaire. Et j'ai également une casquette de formatrice, puisque j'ai été formatrice dans le groupe de lettres à l'invitation des inspecteurs violences et culture, et également conseillère associée au centre d'aide et d'accueil aux établissements, qui est un dispositif académique. Donc la question qui se posait, c'était pourquoi le choix d'enseigner en établissement pénitentiaire. Pour moi, c'est une dynamique d'ouverture, très clairement. 3 éléments, un besoin de changement, une émotion culturelle et puis un entretien de direction décisif avec mon chef d'établissement. Pourquoi une envie de changement? Des motifs pas forcément très positifs au départ, c'est-à-dire un sentiment d'essoufflement du système éducatif français, des injonctions hiérarchiques contradictoires assez lourdes à porter, puis des difficultés au quotidien avec des classes surchargées, beaucoup de corrections de copies, notamment en lettres. Mais j'ai choisi de transformer ces difficultés en éléments de changement positifs et du coup de me remettre en cause en allant chercher finalement ailleurs et autrement des manières de renouveler ma pratique. Le deuxième élément qui a guidé mon choix, ça a été un déclic culturel, comme très souvent dans mon parcours personnel. Il s'est agi d'une projection du film César doit mourir des frères Taviani, avec une classe de terminale littéraire dans le cadre d'un projet cinéma. Et j'ai vraiment eu au moment de la projection de ce film, notamment au moment de la séance inaugurale, où on voit cette galerie de portraits de personnes détenues en gros plan qui viennent se présenter. Et j'ai eu un choc esthétique en me disant mais c'est vers ce public-là que j'ai envie d'aller, en m'éloignant un petit peu des problématiques adolescentes que je commençais à bien connaître et vraiment un besoin de changer de public. C'était aussi pour moi l'occasion de découvrir une action culturelle extrêmement puissante en milieu carcéral et de me dire que j'avais un rôle à jouer dans cette aventure-là. Alors, en ce qui concerne un parcours d'enseignant en France, lorsqu'on veut un petit peu faire avancer sa carrière ou bouger, il n'y a pas énormément de possibilités. On peut changer de corps en devenant chef d'établissement ou inspecteur, mais dans les deux cas, on ne peut plus enseigner. Et ça, pour moi, c'était rédhibitoire. Donc, je n'ai pas choisi ces deux voies-là pour cette raison-là. Je pouvais également choisir d'enseigner dans un établissement pour mineurs, qui est une caractéristique française, ou alors chercher des vacations en établissement pénitentiaire. Donc, voilà les choix qui s'offraient à moi. Et dans le cadre de cet entretien, donc, j'ai postulé pour des vacations. Il se trouve qu'il n'y en avait pas. Mais on m'a proposé à ce moment-là le poste de responsable local d'enseignement à la Maison centrale de Poissy. Le poste était vacant suite à un départ en retraite. Et malgré mon statut de professeur du second degré, mon profil les a intéressés et j'ai donc pu intégrer l'unité pédagogique régionale. C'était un changement radical, vraiment total, mais qui correspondait complètement à mes aspirations et notamment la possibilité originale dans le système français de pouvoir conjuguer des missions de direction et des missions d'enseignement.
Quelques sigles qui ont été employés par Jean-Luc, mais on est très sigles en France. Donc le RLE, responsable local de l'enseignement, l'ULE, donc unité locale d'enseignement qu'on appelle communément le centre scolaire, et enfin l'UPR, l'unité pédagogique régionale dont je dépends directement. Quelques images du centre scolaire de la Maison centrale de Poissy pour que vous ayez un petit peu une idée en visuel du cadre agréable dans lequel nous avons la chance de travailler. Et un focus sur donc, les missions du RLE, du responsable local d'enseignement, qui est donc une partie extrêmement importante de mon travail. Le RLE est donc d'abord un partenaire privilégié de l'administration pénitentiaire, mais il est également responsable de la gestion et du bon fonctionnement du centre scolaire et en lien direct avec les élèves. Il assume une mission de direction au nom de l'éducation nationale et il fait le lien et il anime, il dirige l'équipe pédagogique. Donc, j'ai listé dans la partie droite de l'image les différentes missions qui sont les miennes au quotidien. C'est absolument passionnant, extrêmement varié, comme vous pouvez le voir dans la liste. Ça va effectivement du fonctionnement quotidien du centre scolaire à la gestion, par exemple, des enseignements à distance pour les étudiants qui suivent des études supérieures. Mais en même temps que cette mission de RLE, j'ai donc un poste d'enseignant à temps plein qui occupe la partie la plus importante de mon service hebdomadaire. Quelles en sont les caractéristiques dans l'établissement dans lequel j'enseigne? C'est que je peux enseigner à plusieurs niveaux, ce qui n'est pas forcément le cas dans le système ordinaire français, puisqu'on est soit enseignant en premier degré, soit en second degré en collège ou en lycée professionnel. Là, dans la même journée, je peux avoir un public d'élèves en français langue étrangère, d'élèves en certificat d'aptitude professionnelle, donc une formation professionnelle technologique, d'élèves préparant l'équivalent du bac ou faire du tutorat universitaire, tout en ayant la chance de pouvoir animer des ateliers d'écriture ou d'initier mes élèves à l'informatique via le traitement de texte, par exemple. Donc voilà, une pratique particulièrement variée, ce qui est une grande richesse. J'ai donc également la chance de pouvoir travailler en équipe avec mes collègues. Je ne fais pas que les coordonnées, nous travaillons également ensemble. Je suis responsable de la tenue des examens, mais aussi j'aide à les préparer avec mon équipe. Et enfin, je participe au même titre que mes collègues aux projets que nous montons ensemble. Quelques mots sur l'équipe enseignante de la Maison centrale de Poissy. Donc, j'ai 9 enseignants extérieurs qui interviennent quelques heures par semaine. Ils ont des statuts variés, ce qui correspond à ce qui vous a été présenté par Jean-Luc Hérault tout à l'heure. Donc, ce sont soit des formateurs spécialisés, soit des enseignants de l'éducation nationale qui viennent donner quelques heures en complément de service par rapport à leur temps plein. Et j'ai également des collègues retraités qui ont le droit de poursuivre leur carrière pendant quelques années, une fois qu'ils ont arrêté leur poste principal. Nous travaillons en équipe. Alors évidemment, c'est une équipe un petit peu déconcentrée puisque je suis la seule titulaire sur place. Mes collègues ne viennent que par demi-journée, mais nous échangeons beaucoup par mail. Donc, on avait déjà appris à travailler un petit peu à distance avant les contraintes sanitaires. Et nous avons aussi des réunions de travail collectives ou en plus petits groupes en fonction de nos besoins pédagogiques. Donc, j'ai listé les matières représentées. Ça correspond globalement au petit graphique que M. Hérault vous a présenté tout à l'heure. Ça vous donne une idée de la variété des enseignements que nous sommes en mesure de proposer, en tout cas à la Maison centrale de Poissy. Mais c'est proche de ce qui se fait dans d'autres établissements pénitentiaires. Donc, j'ai essayé à partir de ce rapide tableau de mon parcours personnel de dégager des formes d'invariants, de caractéristiques communes à mes collègues qui enseignent également. Il m'a semblé que cela reposait sur les valeurs et le positionnement professionnel. Donc, sur la question du recrutement, Jean-Luc Hérault vous l'a présenté tout à l'heure. Moi, je voulais juste insister, puisqu'en tant que RLE, je participe, je coopte des collègues. J'ai moi-même été recrutée sur curriculum vitae et cooptation de l'inspection, sur finalement 3 écueils, 3 profils qui sont d'emblée écartés lors des entretiens. Les collègues qui ont envie de venir enseigner en établissement pénitentiaire parce qu'ils veulent sauver le monde, ce n'est pas la bonne motivation et généralement on leur conseille de devenir plutôt visiteur de prison ou bénévole pour une association, mais c'est absolument pas la même démarche que de venir enseigner en prison. Également les collègues qui auraient tendance à rejeter le système carcéral, il est indispensable d'avoir du respect pour les collègues de l'administration pénitentiaire, de les considérer comme des collègues. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord avec tout ce qui se passe dans le système carcéral, mais il y a un partenariat ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Justice, et il est extrêmement important d'en avoir conscience et de respecter cette dimension partenariale.
Enfin, troisième type profil de collègues que nous ne recrutons pas, ce sont ceux qui ont une curiosité trop excessive ou une empathie trop forte, qui viennent chercher du sensationnel ou des frissons dans la relation avec les personnes détenues. Pas du tout, nous sommes dans une posture professionnelle où ce qui compte, c'est de venir exercer notre métier d'enseignant. Le reste, on peut le trouver ailleurs sans venir enseigner en prison. Existe-t-il un parcours type pour caractériser mes collègues? Pas vraiment. Par contre, les motivations sont convergentes. Donc, on a déjà parlé de la variété des parcours et la variété des statuts, hein, on retrouve la même variété de collègues dans quasiment tous les établissements pénitentiaires en France. Et ce qui compte dans le parcours, finalement, c'est les rencontres qui sont faites, les collègues qui témoignent de leur expérience en prison, parfois des interventions ponctuelles aussi qui donnent envie de venir enseigner sur un plus long terme, et puis également le jeu de la cooptation qui aide à faire des recrutements un petit peu ciblés. Alors, quel établissement pénitentiaire? Parce qu'on parle d'enseignants en établissement pénitentiaire, mais la réalité est très variable en France. Donc, j'ai déjà parlé des établissements pour mineurs, qui sont spécifiques puisque là, les personnes détenues étant mineures, l'école est obligatoire. Du coup, c'est une équipe complète comme dans un établissement scolaire français standard, mais à l'intérieur d'un établissement pour mineurs. Il y a également les maisons d'arrêt, donc qui sont des établissements pénitentiaires dans lesquels il y a une forte rotation des personnes détenues, un mélange entre des prévenus et des condamnés, et une problématique de surpopulation carcérale, avec des difficultés dans les mouvements des personnes détenues, un public qui change beaucoup, des effectifs très instables, donc des conditions qui sont vraiment particulières lorsqu'on est en maison d'arrêt. Et puis les établissements pour peine, centres de détention, maison centrale, c'est mon cas puisque j'enseigne en maison centrale. Là, les condamnés sont là pour de longues peines, le public est du coup assez peu renouvelé et la problématique du temps carcéral se pose différemment, de même que celle de la réinsertion, puisqu'évidemment, elle se projette sur un terme plus long. Mais l'objectif est commun, quel que soit l'établissement pénitentiaire dans lequel on enseigne. Il s'agit de proposer une formation qualitative. Autre point commun, ou autre question commune, c'est le rapport aux élèves, bien sûr. Tous mes collègues vous diront que l'enseignement en prison repose sur un respect mutuel et que le centre scolaire est vraiment un espace dédié, à part, privilégié, dédié au savoir et aux apprentissages, une forme de hors détention dans le cadre de la détention. Du coup, les personnes détenues deviennent, dans leur journée et dans leurs heures de cours, des élèves ordinaires également pour les enseignants, avec toutes les guillemets qu'il faut, bien sûr, au terme ordinaire. On peut aussi pointer la particularité de l'enseignement à des adultes, ce qui est mon cas, puisque nous avons des programmes scolaires et des examens que nous préparons qui sont plutôt destinés à des adolescents. Et il s'agit donc pour nous d'adapter les contenus, les méthodes et les approches à notre public spécifique. Enfin, autre point important dans la question du rapport aux élèves, c'est bien sûr être en mesure d'être à l'aise dans la gestion de groupe et dans la gestion de conflits qui peuvent toujours survenir, mais finalement dans des proportions assez similaires au cadre d'enseignement dans un établissement ordinaire. Il s'agit pour d'autres publics dans le rapport aux élèves de vraiment les réconcilier avec l'école, puisque très souvent ce sont des gens qui ont eu un parcours complètement fracassé et qui ont finalement été exclus du système scolaire, et de les aider à construire un parcours qui fasse sens dans le cadre de leur détention. Alors, y a-t-il des compétences, des qualités particulières? Oui, il me semble, et j'ai tenté de les lister. D'une part, l'expérience. C'est évident que c'est extrêmement important d'arriver avec du bagage pédagogique, une très bonne maîtrise des contenus disciplinaires. Certaines personnes détenues, je pense par exemple à certains de mes élèves, sont des gens qui ont 50, 60 ans, qui ont une très grande culture personnelle. Il est évident que quand ils viennent assister à un cours d'histoire-géographie ou de philosophie, ils ont besoin d'avoir en face un enseignant qui maîtrise vraiment ces contenus et qui ait des choses à leur apprendre. Également l'importance de la variété des pratiques pédagogiques, puisqu'il faut constamment s'adapter et être attractif dans ce que l'on peut proposer. La patience, qui est évidemment une qualité absolument majeure, aussi bien pour les conditions pratiques dans lesquelles nous enseignons que pour les rapports avec nos élèves. Une grande rigueur qui est absolument indispensable car il faut un cadre, mais qui doit se congédier avec une grande adaptabilité également. Rigueur ne veut pas dire être psychorigide. Maîtriser la pratique du travail en équipe et la courtoisie et la bienveillance qui me semblent être des qualités absolument indispensables pour que les choses fonctionnent bien dans un centre scolaire en établissement pénitentiaire. Donc, il me semble que, globalement, les savoir-être sont tout aussi essentiels que les savoirs et les savoir-faire. Y a-t-il des pratiques pédagogiques particulières? Oui, le maître mot, c'est l'individualisation, évidemment.
qui est facilité par les petits groupes que nous avons à prendre en charge. Un point sur lequel je voulais insister, que j'appelle la mosaïque de post-it. En quelques mots, le post-it, donc ces petites feuilles facilement détachables et collables, c'est l'idée que chaque cours, chaque séance de cours est un format unique et se suffit à soi-même, ce qui fait que même si on ne voit un élève qu'une fois, parfois, le temps de ce cours-là, il aura eu quelque chose. Mais évidemment, s'il revient, ces post-it s'inscrivent dans une logique qui viennent s'assembler les unes aux autres et qui finissent par former une mosaïque globale qui peut devenir également la mosaïque individuelle de chaque personne détenue en fonction des cours auxquels il a assisté. Donc, ça permet une grande modularité des enseignements et ça sort évidemment du cadre très linéaire d'une séquence pédagogique classique dans une classe de préparation à l'examen dans un lycée, par exemple. Autre élément important, les supports multimédia qui permettent de varier la pratique et qui sont nécessaires pour l'attractivité. Des projets interdisciplinaires, également la mise en avant d'événementiels. Et là, le rôle du responsable local d'enseignement est prépondérant. Je pense par exemple à des pratiques que nous avons en commun avec mes collègues à Poissy, qui sont de participer à des événementiels qui arrivent sur toute la France dans les autres établissements scolaires, comme la Semaine de la presse qui a lieu actuellement, ou le Printemps des poètes par exemple, qui permettent à la fois de bénéficier d'une action qui a un cadre institutionnel et national en l'adaptant à nos conditions particulières. Également, trouver un équilibre entre les pratiques traditionnelles et des pratiques différenciées, puisque nos élèves, très souvent, à la fois ont été rejetés par l'école, mais sont en attente de certaines pratiques de marqueurs d'école symboliques qui sont très forts. Ce qui explique, pendant les photos que vous avez vues tout à l'heure, que même dans le cadre, on a eu à cœur de mettre une carte, une pendule, la disposition des tables également fait sens. Enfin, autant d'éléments qui créent un cadre scolaire reconnaissable par nos élèves, tout en étant capable donc d'avoir des pratiques de pédagogie différenciées. Je parlais de la patience tout à l'heure, il s'agit également de savoir prendre son temps pour en gagner. C'est extrêmement important qu'ils sentent notre disponibilité et notre capacité à prendre notre temps pour vraiment les écouter. La qualité également de l'accueil des élèves, des rituels. En dehors de la crise sanitaire, par exemple, dans notre centre scolaire, nous avons la possibilité de les accueillir autour d'un café, ce qui crée quelque chose de bienveillant. Donc, bienveillance, climat sécure, qui me paraissent des éléments tout à fait essentiels. Des valeurs communes, donc des valeurs humanistes fortes. On peut reprendre la citation habituellement attribuée à Victor Hugo de « ouvrir une école, c'est fermer une prison », mais qui correspond vraiment pour nous à un engagement dans le métier d'enseignant et qui joue un rôle dans la réinsertion, tout en étant très lucide sur qui sont nos élèves et en refusant toute forme d'angélisme. Donc, il s'agit de conjuguer nos valeurs personnelles, une éthique professionnelle et de redonner du sens à notre métier. Donc, le positionnement professionnel, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un partenariat fort avec l'administration pénitentiaire, bien prendre en compte la double culture de nos deux ministères de tutelle, avoir une forme d'exemplarité dans nos pratiques et dans notre éthique, être loyal et intègre, et enfin, ne jamais oublier la responsabilité puisqu'il y a un enjeu de sécurité dans les endroits dans lesquels nous enseignons. Donc, s'agit-il d'être un super prof? Non. Finalement, le centre scolaire, globalement, échappe aux violences et aux tensions ordinaires de la détention. Donc, nous n'avons pas peur d'aller enseigner en prison. Nos élèves sont généralement, lorsqu'ils sont adultes, volontaires et motivés, ce qui est un plus évident et donc une facilité pour enseigner. La seule exigence, c'est notre compétence et d'avoir du plaisir à enseigner. Donc, les invariants sont très forts, finalement, dans nos pratiques pédagogiques, malgré la réalité variée des équipes. Et nous avons donc une identité collective autour de ces invariants qui sont les valeurs, le positionnement professionnel, la compétence et le plaisir. Donc moi, pour ma part, je fais un retour sur mon expérience, j'ai plusieurs perspectives de carrière qui s'ouvrent, mais qui évidemment peuvent être variables. Quoi qu'il arrive, c'est une logique d'ouverture pour ne pas se laisser piéger par la routine. Donc voilà, finalement, enseigner en établissement pénitentiaire, pour conclure, je dirais que ça me permet de devenir une meilleure enseignante à travers le partage, la motivation, un fort sens de la mission de service public et un plaisir évident à pratiquer mon métier. Donc, un lien pour consulter le blog du centre scolaire dont j'ai parlé, qui vous permet de voir un petit peu ce que nous faisons à Poissy. Voilà, le lien s'affiche ainsi que la page d'accueil du site. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse qui apparaît à la fin de mon diaporama. Je vous remercie pour votre attention.
Comme je l'ai déjà signalé dans la présentation générale de cette table ronde, ma contribution d'aujourd'hui s'appuie sur une recherche exploratoire que j'ai effectuée auprès d'une population particulière, à savoir les enseignants nouvellement nommés en milieu carcéral. Donc, il ne va pas s'agir ici d'enseignants qui sont depuis longtemps en milieu carcéral et non plus il ne va pas s'agir de vacataires qui interviennent ponctuellement. Et j'ai oublié de me présenter. Donc, je suis maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'université Paris-Nanterre. La méthodologie de cette recherche a consisté en des entretiens semi-directifs avec des enseignants nouvellement nommés et a consisté en des observations lors de leur journée de formation à l'INSHEA et à l'École nationale de l'administration pénitentiaire, donc la formation qui vous a été présentée par Jean-Luc Ayrault. Il paraît intéressant de se pencher sur l'expérience de ces enseignants qui sont alors débutants dans un nouveau contexte d'enseignement, mais pas forcément débutants dans le métier. En effet, je pars du postulat que, comme l'a montré Pierre Perrier pour les enseignants néo-titulaires, ce passage peut être considéré comme un moment charnière finalement dans leur construction professionnelle et amener à des réagencements identitaires. Donc, comme vous le voyez, mon intervention va porter en deux points principaux, l'entrée dans le métier d'enseignant en prison et un deuxième point qui est enseignant en prison, une profession unifiée, point d'interrogation. Donc, je vais tout d'abord me pencher sur la façon dont ce choix d'entrer en milieu carcéral s'insère dans une trajectoire professionnelle spécifique pour ces enseignants et enseignantes. L'entrée en prison s'insère en effet pour la plupart des enseignants rencontrés dans une carrière qui est centrée sur des publics à la marge du système scolaire, alors avec des guillemets pour à la marge, donc des publics qui sont pris en charge dans des dispositifs spécifiques ou plus largement considérés comme en grande difficulté, qu'il s'agisse de difficultés scolaires, sociales, cognitives, linguistiques, etc. Donc, vous le voyez sur l'écran, une enseignante me dira « plus j'étais dans la difficulté et mieux j'étais ». Ainsi, les enseignants qui se tournent vers l'expérience carcérale semblent avoir une appétence pour un public à la marge du système éducatif traditionnel et pour des espaces dans lesquels une autre approche de l'enfant-élève est permise et possible. Enseignement adapté ou spécialisé, enseignement professionnel, structure d'accueil pour élèves nouvellement arrivés sur le territoire français, etc. Toutefois, exercer en milieu carcéral est aussi pour certains l'occasion de mettre à distance ce métier et ses publics, jugés parfois trop difficiles, la prison apparaissant paradoxalement comme un lieu pédagogique idéal, au sens où l'écrivait Michel Febrer, et je vous ai donné les références en fin de ce diaporama. Ainsi, il est important, je pense, de situer les choix de ces professionnels dans une trajectoire professionnelle, de ne pas en faire finalement une étape isolée. En effet, l'exercice de la profession enseignante en prison s'insère dans des choix professionnels spécifiques. Cette étape, en tout cas c'est ce qui ressort de mes entretiens, représente moins finalement une rupture dans la carrière que des formes de continuité, dans le sens où le professionnel, par le choix de la prison, n'exprime pas une volonté de rompre avec une posture professionnelle antérieure, mais plutôt de la conforter. Finalement, les valeurs, les objectifs professionnels, même s'ils sont réévalués, sont maintenus. C'est plutôt ce que j'ai constaté, une rupture avec le cadre institutionnel classique que cette décision de rentrer en milieu carcéral acte. Les entretiens mettent en effet en lumière un intérêt toujours vif pour certains publics, pour certains espaces, pour certaines pédagogies. Si l'on se penche sur le moment de la décision, l'analyse des entretiens met en lumière majoritairement deux profils d'enseignants et de trajectoires, on va dire, donc des trajectoires plutôt linéaires et stables,
avec l'opportunité d'intervenir en prison. Et on retrouve ici l'importance dans les récits, dans les entretiens, d'être informé et d'être coopté par des collègues dont on est proche professionnellement et éthiquement. Et on retrouve un peu là le récit de Catherine Lefaou. D'autres trajectoires, de leur côté, reflètent la volonté d'avoir des expériences multiples avec des profils d'élèves très divers, et les récits donnent à voir, avant de rentrer en milieu carcéral, une accumulation, une succession d'expériences dans l'enseignement spécialisé, dans l'enseignement avec des publics allophones, avec des périodes courtes dans le même établissement ou en tout cas dans le même niveau d'enseignement. Dans les deux cas, finalement, dans ces deux types de trajectoires, ce qui est commun, c'est que les enseignants ont pu anticiper les phénomènes d'usure ou les risques de routinisation, ou en tout cas prennent la décision, dès les premiers signes d'inconfort, finalement, prennent la décision de trouver des alternatives. Peu d'entretiens laissent entrevoir des situations de conflit, de grandes difficultés, de conflits avec des collègues, avec des personnels de direction, avec des élèves, avec des parents, etc. Et plus généralement, des situations d'épuisement professionnel. Pour certains, il s'agit plutôt d'une forme de ras-le-bol, et je fais ici référence au rapport de Éric de Barbieux et Georges Fotinos, donc vous avez la référence, qui peut d'ailleurs reposer sur plusieurs éléments: les rapports à la hiérarchie, le sentiment d'inutilité, la crainte de la routine et donc le désir de se lancer de nouveaux défis, ou encore la volonté d'accéder à plus d'autonomie. Finalement, les récits laissent voir des transitions identitaires en douceur qui s'insèrent dans un rapport au métier spécifique, à la recherche de publics particuliers, d'une posture particulière, et qui sont aussi des tactiques qu'on peut analyser comme étant des tactiques pour durer dans le métier, comme l'ont écrit Anne-Laure Garcia et Françoise Lantôme. Le choix finalement d'exercer en milieu carcéral étant une solution parmi d'autres. Et je vous mets sur cette diapositive un extrait d'entretien d'une enseignante qui vient d'arriver en milieu carcéral et qui explique, alors je ne vais pas vous le lire, hein, mais qui explique que finalement elle avait le choix entre aller enseigner dans une unité localisée de l'inclusion scolaire ou finalement le milieu carcéral, et que dans les deux cas, elle anticipait la possibilité d'avoir une grande autonomie, et que c'était ça qu'elle recherchait finalement au moment où elle en était de sa carrière professionnelle. Dernier point sur cette première partie sur l'entrée dans le métier, c'est les raisons qui sont avancées par les enseignants pour expliquer un peu ce choix-là. J'en ai identifié, je vous en présente en tout cas 3 principales. Si le choix de la prison ne signifie pas, comme je l'ai souligné, un moment de crise professionnelle ou de crise de la vocation finalement, il signifie quand même pour certains la volonté de se retrouver confronté à un autre public, de construire un autre rapport aux élèves. C'est notamment le cas d'enseignants et d'enseignantes qui avaient choisi déjà auparavant d'exercer dans l'enseignement adapté, pour ceux qui connaissent le système français, les SECPA, où donc un certain nombre d'enseignants en milieu carcéral ont une expérience en SECPA. Et donc les SECPA sont les seules structures à ma connaissance qui permettent à des enseignants du primaire d'exercer dans le secondaire. Et cette volonté finalement de s'adresser à un autre type de public plus âgé se retrouve dans le choix de venir exercer à des adultes en prison. Et il est d'ailleurs intéressant de voir comment les publics mineurs en prison sont majoritairement fuis, avec plein de guillemets, et sont réservés aux nouveaux recrutés. Si cette pratique n'est bien entendu pas officielle, j'ai pu la constater dans les entretiens, et c'est corroboré par des témoignages d'enseignants, notamment, je fais référence ici à l'ouvrage de Jean-Marie Blanc, Un zèbre à l'ombre, être instituteur en prison. Je vous l'ai mis aussi en référence à la fin. Un autre argument, c'est le désir de gagner en autonomie par rapport à la hiérarchie notamment, et de moins sentir peser sur soi les injonctions concernant les évaluations, les progressions.
Je vous ai mis là aussi un long extrait d'entretien d'un enseignant qui a une longue expérience d'éducation populaire avant de rentrer dans l'éducation nationale et qui raconte de manière assez ironique ce qu'on lui demandait. On lui demandait de produire des progressions de maths, ce pourquoi il n'était pas forcément excellent, mais par contre, comment le rapport au terrain pour lui était vraiment sa principale raison de faire de l'enseignement et non pas de produire des progressions en mathématiques. Et donc, à l'image de cet enseignant, certains professionnels montrent leur volonté de mettre à distance finalement les logiques de résultats, les logiques de normalisation qui envahissent l'éducation nationale. Et c'est le troisième point que j'ai mis ici sur la résistance aux évolutions du métier. Cette analyse, elle peut sembler assez paradoxale, hein, cette question notamment de la normalisation et d'un cadre que les enseignants trouveraient de plus en plus strict, quand on pense au milieu vers lequel ils vont et au nombre de contraintes finalement qui pèsent sur les enseignants et sur leurs propres pratiques. Bien entendu, les entretiens laissent entrevoir ces nombreuses difficultés organisationnelles, relationnelles, spatiales, etc. Ce n'est pas l'objet de mon intervention aujourd'hui, mais finalement, les enseignants et enseignantes semblent accepter ces difficultés, d'autant plus qu'elles se déploient dans un monde par essence réglementé, par essence autoritaire, où la sécurité régit finalement les actions, les relations et les mouvements. Et finalement, ce qui transparaît des entretiens, c'est que le contrat semble plus clair en prison et finalement, on sait où l'on met les pieds. Je vais donc passer à ma deuxième partie sur enseignant-enseignante en prison, une profession unifiée, point d'interrogation. Bien sûr, c'est ouvert à la discussion. Mon premier point sera sur qu'est-ce qui ne fait pas unité finalement, puisqu'en effet, un point qui semble différencier les personnes rencontrées, c'est la façon dont ils définissent le métier et leurs fonctions. Cette distinction se retrouve dans les études sur les enseignants en milieu dit ordinaire. Et donc, on retrouve dans le discours des enseignants deux figures. La figure du pédagogue, avec des enseignants qui revendiquent clairement leur fonction d'éducateur. Pour eux, un enseignant ne transmet pas que des savoirs, voire ce n'est pas le cœur de son métier, et cela a des impacts direct sur la façon qu'ils ont de mener leur enseignement, d'aborder les personnes détenues, de laisser place aux discussions, aux digressions, à un accompagnement qu'ils pourraient avoir de leurs besoins, de leurs demandes. Et d'autres rejettent cette fonction et souhaitent se concentrer sur ce que la littérature appelle la figure du magistère. Étonnamment, finalement, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a étonnée dans cette enquête, c'est que cette figure de l'enseignant est très présente en prison. Pour ces enseignants, la prison, finalement, ce serait le lieu idéal pour se recentrer sur le cœur de son métier. Là, je mets des guillemets parce que c'est vraiment des extraits d'entretien, sur son vrai métier, m'ont dit certains, et laisser l'animation et laisser la gestion disciplinaire, ce que certains pourraient appeler le sale boulot, notamment je pense à Jean-Paul Paillet, laisser ces autres aspects à d'autres professionnels, notamment les surveillants, bien sûr, pour ce dernier point sur la gestion disciplinaire. Et c'est d'ailleurs parce que la gestion de la discipline prenait parfois trop de place dans leur trajectoire antérieure, dans leur poste antérieur, que certains ont souhaité le quitter. Bien entendu, les entretiens donnent à voir des positionnements nuancés, mais cette posture revendiquée du magistère existe bel et bien, et j'avancerai peut-être 3 hypothèses pour l'expliquer. D'abord, la demande d'une vraie école par de vrais enseignants, avec de vrais exercices, comme des dictées par exemple, émane de nombreuses personnes détenues. Catherine Lefaou l'a justement évoqué dans son intervention. Et finalement, les personnes détenues attendent de retrouver dans le centre scolaire un cadre normé et traditionnel, justement dans la disposition des salles. Et on retrouve ici des résultats d'autres recherches sur des structures en marge de l'école ou articulées à l'école,
comme par exemple les unités qui accueillent les élèves allophones, ces recherches montrent bien que les élèves finalement sont ambivalents et les élèves qui sont dans ces structures, s'ils apprécient l'approche pédagogique qui est développée, ils l'estiment parfois trop innovante et trop peu en phase finalement avec leurs besoins immédiats et l'image qu'ils se font de ce que c'est que l'école traditionnelle. L'autre hypothèse qu'on pourrait avancer, c'est que, comme je l'ai déjà souligné, certains enseignants ont parfois souffert de ce qu'ils considèrent comme une évolution de leur mission à l'extérieur, qui apparaissait finalement en désajustement avec leur idéal vocationnel du départ. Et donc, certains rejettent le rôle d'animateur, le rôle de surveillant, le rôle de gendarme qu'ils ont dû endosser à certains moments et mettent à profit le cadre pénitentiaire pour se recentrer sur ce qu'ils estiment être leur métier, le cœur de leur métier, transmettre des connaissances et des savoirs. Enfin, une dernière explication, hypothèse, qui sera peut-être plus polémique, peut être cherchée du côté de ce que Jean-Marie Blanc appelait pénitentiarisation de l'enseignement en prison. Pour lui, certains enseignants, sans toujours en avoir parfaitement conscience, seraient pris dans un cadre législatif et sécuritaire contraint qui laisserait de moins en moins de marge de manœuvre et s'assurerait ainsi de leur collaboration, voire de leur participation au projet punitif, parfois même au détriment du projet éducatif, voire le projet éducatif serait mis au service du projet punitif. Voilà, ça suscitera peut-être des discussions. Mon deuxième point, c'est pour contrebalancer l'idée d'avoir deux types de discours. S'il y a bien un élément commun dans les entretiens, c'est vraiment la rhétorique de la vocation et celle du beau travail que l'on retrouve dans tous les entretiens, indéniablement, qu'ils soient dans une posture d'enseignant-éducateur ou d'enseignant-magistère. Tous les enseignants que j'ai rencontrés affirment se sentir utiles, affirment être à leur place. Comme je vous l'ai écrit là, une enseignante me dira « je suis là où je dois être ». Être utile, recevoir de la reconnaissance de la part des personnes en face de soi sont des sentiments extrêmement précieux et qui participent à l'accomplissement professionnel. Le sentiment de bien faire son travail, d'être utile à quelqu'un, mais plus largement à la société, de se sentir à sa place. Et donc, on retrouve ici les normes du beau travail mises en évidence par Françoise Caro dans un article récent dont je vous ai mis les références. Elle montre qu'il existe un débat chez les enseignants entre la norme d'efficacité, dont la mesure finalement ne permet pas véritablement de travailler au quotidien, et celle de l'utilité. Et selon cette chercheuse, être enseignant, c'est être utile aux enfants et aux adolescents qui, sans l'enseignant, ne connaîtraient pas la culture, entre guillemets. Finalement, en ce sens, les enseignants en prison seraient finalement des enseignants comme les autres. Voilà, en conclusion, et vous avez sous les yeux à la fois les auteurs que j'ai cités, mais aussi d'autres auteurs sur lesquels je me suis appuyée pour produire cette présentation. Il me paraissait vraiment important de finir sur ce sentiment d'utilité sociale qui me semble vraiment au cœur de l'identité professionnelle des enseignants en prison et qui explique aussi probablement en partie l'ancienneté importante sur les postes que l'on a pu voir dans la première contribution et qui est une ancienneté plus importante qu'en milieu dit ordinaire. Je vous remercie pour votre écoute, votre attention, et puis nous allons passer à la discussion. Alors, j'arrête mon partage. Voilà, donc ce que j'ai oublié de signaler aussi, c'est que je m'occupe de gérer les questions et la distribution de la parole. Donc là, je vais vite prendre connaissance des questions qui sont arrivées pendant ma présentation. Mais avant ça, je vais passer la parole alors tout d'abord à Jean-Luc Ayrault et puis sûrement que Catherine Lefaou souhaitera réagir puisque il y a eu une question qui s'adressait à Jean-Luc. Donc, je vous la livre. Quelle est la vision de la direction pénitentiaire de l'arrimage entre la mission sécuritaire et la mission éducative de l'institution pénitentiaire? Comment conjuguer ces deux aspects?
est-ce que certains détenus, et c'est pour ça que aussi j'interpelle Catherine, sont exclus des programmes pour des raisons sécuritaires? Voilà, je vous laisse répondre tous les deux. Merci Fanny, merci pour cette question. Donc la mission de l'administration pénitentiaire est bien double, hein. Elle est sécuritaire et c'est celle qui apparaît en premier et qui semble particulièrement importante, mais elle est aussi de réinsertion à partir du moment où où la peine est prononcée. Cette peine sert aussi à préparer la sortie. Et donc, l'enseignement en prison est vraiment dans ce champ du travail de réinsertion, de préparation de la sortie et de prévention de la récidive. C'est vraiment dans ce champ-là que s'inscrit l'enseignement en milieu pénitentiaire. Donc, il n'est pas en contradiction. Il travaille avec, on va dire, la mission sécuritaire. Et alors, évidemment, ça entraîne un certain nombre de contraintes sur le fonctionnement. C'est-à-dire que les enseignants vont avoir, avec le RLE, une vision éducative, pédagogique, d'amélioration du niveau de formation, et ils vont recevoir un certain nombre de demandes, ils vont étudier ces demandes, ils vont créer des groupes et des listes, mais ils vont les confronter donc à l'administration pénitentiaire qui, pour des raisons là de sécurité, va éventuellement exclure un certain nombre de personnes ou séparer un certain nombre de personnes. Voilà pour en partie sur cette réponse. Ensuite, il y a aussi des quartiers spécifiques et on voit souvent que l'enseignant, indépendamment des raisons qui ont pu pousser par exemple un détenu à être en quartier d'isolement, s'il prépare un examen, l'enseignant va essayer de maintenir un lien pour cette préparation. Il y a aussi des enseignants, mais là c'est vraiment sur aussi une base de volontariat et de formation, qui interviennent dans des quartiers très spécifiques comme ceux de prévention de la radicalisation. Donc l'enseignement essaye de s'adresser à l'ensemble des personnes détenues qui le souhaitent, le demandent ou en ont besoin pour se réinsérer. Voilà, je laisse Catherine compléter par son expérience. Oui, en effet, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que la réponse est dans la question. C'est vraiment l'enjeu partenarial là, qui est posé par cette question. Pour moi, en tant que responsable local de l'enseignement, c'est effectivement ma mission de service public première d'offrir à toutes les personnes détenues le droit à l'école. Les seules circonstances dans lesquelles une personne détenue peut ne pas être admise au scolaire, c'est par exemple lorsqu'il y a eu antécédent ou qu'il y a un risque d'agression sur un personnel féminin, sur un personnel enseignant. Là, on fait des mises en garde, et ça peut arriver effectivement qu'on exclut temporairement, voire définitivement un élève du scolaire, mais c'est vraiment rarissime. L'objectif, c'est au contraire d'offrir à tous la possibilité de venir assister à des cours, et tout le monde y trouve son compte, puisque l'école est aussi un lieu d'apaisement de la détention. Donc, il y a peu d'intérêt finalement à les empêcher de venir en classe, dans la mesure où c'est un espace dans lequel les choses se passent plutôt bien. Et puis, ça rentre dans le cadre de leur parcours d'exécution de peine. Donc oui, tout le monde a à cœur de faire en sorte que ça fonctionne, mais je nuancerai ma réponse par rapport au type d'établissement. Effectivement, selon les profils des personnes détenues et les consignes sécuritaires, il peut arriver que les deux soient en opposition. Mais c'est le rôle du responsable local d'enseignement de faire en sorte que tous les élèves puissent accéder au scolaire. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, il y aurait une question pour Catherine sur, Catherine, je te la lis, hein. Au-delà de la formation générale, quelle conception de la lecture littéraire considérez-vous pour les lecteurs privés de liberté et quel type de littérature considérez-vous le plus approprié pour eux dans cette situation? Quelles activités exercent-ils à l'atelier de l'écriture? Alors, merci de poser la question parce que c'est un des points que j'ai oublié d'aborder dans mon diaporama. Alors, je vais répondre avec un exemple très concret. Dans mon public spécifique, donc adulte, longue peine, nous avons monté avec mes collègues un café littéraire, c'est-à-dire c'est une rencontre mensuelle qui associe des personnels enseignants, mais surtout des personnes détenues, des personnels de surveillance, des personnels de direction, du service d'insertion. On est un groupe de lecteurs, en fait, tout simplement. Et on est associé avec la librairie du centre-ville de Poissy,
ce qui permet en fait de lire tout simplement les sorties littéraires. Donc pour moi, il n'y a pas de lecture spécifique pour les personnes détenues. La littérature, c'est la littérature. Les nouveautés littéraires, elles sont pour tout le monde. Après, c'est plus leur permettre d'oser cet accès-là et d'oser venir avec nous et de faire une passerelle. J'ai des lecteurs qui sont déjà des lecteurs autonomes, d'autres qui maîtrisent peu la langue française, qui rentrent vraiment en lecture. Ils participent quand même au même cercle de littérature. Simplement, on facilite leurs interventions à l'oral dans le cadre de nos échanges. Donc voilà pour un exemple d'action que nous menons, qui est un petit peu en marge du scolaire, mais qui en même temps permet d'entrer en littérature. Sinon, ma foi, j'ai envie de répondre, on suit exactement les mêmes envies qu'on a avec des élèves dans un établissement scolaire en fonction des programmes, en fonction de notre appétence pour la littérature. Et en ce qui concerne l'atelier d'écriture, moi, j'ai tendance à le pratiquer sur un peu le mode événementiel, en répondant à des appels. On a beaucoup de concours qui nous sont proposés, venant soit de l'éducation nationale, soit d'administration pénitentiaire, mais aussi d'organismes partenaires, voilà, dans le cadre de thèmes particuliers. Et généralement, on y répond et on participe, et c'est l'occasion finalement de travailler sur ce thème-là. Voilà, donc pas mal avec des partenaires culturels également. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail là-dessus et on pourra développer la discussion, bien sûr. Merci, merci Catherine. Je vous pose deux questions, je les pose en même temps. Et puis après, je me passerai la parole pour une question qui m'a été adressée spécifiquement à moi. Mais je vous mets deux questions en même temps. C'est d'abord la situation sanitaire actuelle, voilà, qu'est-ce que les adaptations, qu'est-ce qui est possible en ce moment, comment ça s'est passé, etc. Et je la mets avec une question sur, de manière générale, l'accès à Internet en prison. D'accord, oui. Alors, en effet, sur la question liée à la crise sanitaire, donc moi, il y a eu, on va dire, plusieurs temps. Donc, il y a un an maintenant, la fermeture, on va dire le confinement strict et général en France, donc et la fermeture des établissements scolaires à l'extérieur. Donc, selon le même principe, il y a eu aussi une fermeture du scolaire en pénitentiaire. Et là, et une volonté qui a été très vite mis en place par les enseignants de maintenir aussi le contact. C'est ce qu'on a appelé cette continuité pédagogique qui devait se mettre en place en relais. Donc, et ça répond en partie à la question d'Internet. Évidemment, il n'y a pas Internet, donc ça ne pouvait pas être une continuité numérique, enfin du moins pour l'instant. Donc, mais on le retrouve aussi dans les quartiers très populaires. Les enseignants, en fait, ont trouvé des moyens pour maintenir le lien. L'ensemble des UPR ont mis en place des plateformes à destination des enseignants qui étaient en télétravail pour qu'ils mutualisent leurs documents numérisés. Puis, un volontaire ou plusieurs ont fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur en allant déposer ces documents, en les envoyant par mail à quelqu'un qui était à l'intérieur, généralement un personnel de l'administration pénitentiaire, qui s'occupait de rematérialiser ces documents, de les photocopier et de les distribuer aux personnes détenues scolarisées. Donc évidemment, ça a entraîné une certaine perte des détenus scolarisés, mais voilà, ça a aussi maintenu un lien et ça a permis de garder une forme d'activité. Donc voilà pour une première partie de la réponse. Ensuite, dans la deuxième phase de reprise, et puis ensuite quand il y a eu un nouveau confinement, les décisions étaient un peu différentes. D'une part, ça a été maintenu systématiquement pour les mineurs, donc alors avec des précautions sanitaires, mais globalement les mineurs ont continué leur cours, on va dire, comme en milieu ordinaire. En revanche, il y a eu une décision d'arrêter pour les majeurs. Donc, l'expérience de mars 2020 a permis d'aller un peu plus vite dans la mise en place de ces techniques de transmission à distance. Et la grande différence, c'est que les enseignants, là, avaient le droit d'aller dans les établissements pénitentiaires, donc étaient beaucoup plus proches pour organiser, on va dire, cet enseignement à distance, avec aussi la possibilité de faire des entretiens individuels. Et puis, petit à petit, et d'une façon assez compliquée, on a réussi à faire entendre qu'il y avait des profils
d'élèves qui étaient très difficiles à suivre à distance, comme les allophones, les illettrés. Il y avait aussi la question de la préparation des examens. Donc pour cela, on a obtenu des dérogations et de reprises en fait de cours en collectif à petit effectif, voilà, et ça est revenu, on va dire, dans ce fonctionnement là depuis février dernier. Et donc on espère maintenir ce minimum d'activité. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Sur la question du numérique, qui est une vraie question, hein, qui je crois est internationale et pas encore vraiment résolue. On a des projets de liens asynchrones. Donc il y a un projet qui est de l'administration pénitentiaire, qui est le numérique en détention, qui consiste à un réseau privé, mais qui permet donc par des échanges de données d'avoir un espace numérique de travail et de créer des parcours. Et donc ce système, il y a possibilité d'accès à la fois en cellule et en salle d'activité, mais ça démarre à peine, c'est expérimental. Aujourd'hui, c'est expérimenté dans une prison en France, à Dijon, donc ce n'est pas du tout encore généralisé, mais c'est prometteur. Et puis on a un projet avec l'université qu'on appelle Campus Connecté en détention, qui est aussi un système asynchrone d'échange de données qui permet de façon asynchrone de produire aux étudiants empêchés on va dire des contenus de formation qui sont quasiment identiques à ceux qu'on peut retrouver sur les plateformes de formation universitaire. Rien à ajouter, la situation a été résumée. On essaye tous en fait d'utiliser des stratégies un petit peu de détour. Par exemple, on a la chance au centre de documentation du centre scolaire d'avoir un ordinateur de consultation pour les élèves sur lequel j'ai une clé USB dédiée grâce à laquelle je peux déposer des documents. Donc c'est ce qu'on a fait pour les professeurs de langue. Ils ont pu déposer des petites vidéos, des exercices interactifs qui étaient téléchargés sur la clé, qu'on a pu mettre dans l'ordinateur, et les élèves pouvaient venir à tour de rôle pour pratiquer au centre de documentation. Donc, je pense qu'on a fait un peu comme partout. Comme on n'a toujours pas le numérique pour de vrai en détention, on s'adapte et on invente des solutions alternatives. Je vais me passer la parole parce qu'il y a quelques questions qui me concernent plus précisément. Et puis, si jamais vous souhaitez aussi compléter, n'hésitez pas, Catherine et Jean-Luc. Alors, il y a des questions notamment sur l'enseignement universitaire en prison. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les étudiants en prison. Donc, il y a une question sur est-ce qu'il y a des choses, des démarches, des expériences, une réflexion sur l'enseignement universitaire en prison. Donc, il y a un ouvrage, c'est le mien, je suis désolée, qui s'appelle L'évasion par le haut, les étudiants en prison, qui est en français. Il y a un groupe de travail qui a été mis en place, notamment au sein de la FIED, qui est la Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance. Donc, il y a des universités qui s'intéressent à ces questions-là et qui mettent en place des expérimentations. Voilà, donc la personne qui a posé cette question, si elle s'intéresse spécifiquement à cette question, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec moi. J'ai écrit aussi des articles que je peux éventuellement vous faire suivre sur ces questions-là. Donc, il y avait une autre question aussi sur est-ce que déjà l'accès aux études universitaires est possible. Donc, effectivement, l'accès est possible. Ça se passe essentiellement par le biais de l'enseignement à distance. Donc, c'est en accord avec soit des centres de formation spécifiques qui pourraient être le CNAM, par exemple, ou soit avec la plupart du temps les services d'enseignement à distance des universités. Et là, je raccroche à ce qui a été dit juste avant. Bien sûr, un des écueils les plus importants, c'est le non-accès à Internet, parce qu'assez vite, on se rend compte des difficultés pour les apprenants en général, mais pour les étudiants en particulier, de pouvoir mener leurs études vraiment sereinement en milieu carcéral sans aucun accès à Internet, du moins officiellement. Voilà, mais il existe des accords au niveau national, mais aussi au niveau des territoires entre certaines universités et certains établissements pénitentiaires pour faciliter l'enseignement universitaire. Et ça prend de l'ampleur parce que la population carcérale
restent majoritairement défavorisés avec un niveau scolaire très bas, etc., mais quand même, on retrouve toujours très à la marge, mais de plus en plus des personnes détenues qui souhaitent poursuivre à un niveau d'enseignement supérieur. Voilà. Et puis, il y a une question qui m'a été posée. Auriez-vous à disposition une copie de votre rapport de recherche en traduction anglaise ou espagnole? Donc, juste cette table ronde, c'est une expérience pour nous de croiser nos regards. C'est la première fois qu'on fait ça. Et moi, c'est la première fois que je fais une présentation de mes travaux qui sont en cours. J'ai ni communiqué, ni écrit dessus. Donc, voilà, pour l'instant, je n'ai pas écrit dessus. Et je voulais juste vous signaler que j'ai été sollicitée par l'UNESCO pour faire une revue de la littérature sur l'éducation en prison, une revue de la littérature francophone, et qu'un chercheur, un de mes homologues, a été sollicité pour faire une revue de la littérature anglophone sur l'éducation en prison. C'est en train d'être revu, on est pratiquement à la fin, ça devrait être mis en ligne et publié très prochainement. Donc, c'est sûr en général, hein, mais ça peut aussi, pour toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, ça peut vous intéresser. Voilà. Et dernier point, il m'a été posé une question. Dans votre livre, vous parlez de l'effet institution et de l'effet établissement. Comment ceci contribue-t-il au travail des enseignants et comment favorise-t-il les apprentissages? Donc, très rapidement, là encore, effectivement, je pense que ce qui est vraiment important à souligner, c'est que selon le type d'établissement, selon selon l'historique aussi au sein de l'établissement et selon les personnes qui sont en place, notamment les personnels de direction, et la façon dont ils laissent plus ou moins de place aux questions éducatives, on a des façons, on a des pratiques qui sont très diverses d'un établissement à un autre. Donc, finalement, l'enseignement en milieu carcéral n'existe pas, hein, il existe des enseignements. Et c'est aussi ce que disait Catherine Lefaou, quand on est du coup enseignant, si l'on est enseignant dans un établissement pour peine ou dans une maison d'arrêt où les personnes sont prévenues et restent peu de temps, où il y a de la surpopulation, etc., ce n'est pas du tout le même travail. C'est en ça que j'appelle l'effet établissement, c'est-à-dire que selon l'établissement dans lequel on va avoir plus ou moins de facilité pour faire ses études. On va avoir accès à certains matériels, dans d'autres établissements, on ne va pas y avoir accès. On va avoir le droit de se regrouper entre apprenants, dans d'autres, ce sera pas le cas. Bien sûr, on va avoir des conditions aussi matérielles. Est-ce qu'on est plusieurs en cellule? Est-ce que toutes ces questions-là ont vraiment une influence très forte et peuvent être des éléments qui favorisent ou qui défavorisent les apprentissages. Voilà. Je vais peut-être pas développer plus, mais là encore, je peux éventuellement vous fournir un article que j'ai écrit spécifiquement sur cet aspect-là, si ça vous intéresse. Et donc, je reprends les questions pour tous les trois, mais éventuellement aussi spécifiquement pour Jean-Luc et Catherine. Il y a quelque chose sur la sortie, c'est-à-dire les détenus peuvent-ils poursuivre leurs études facilement à leur sortie de prison, et comment se poursuit la réinsertion scolaire une fois sortis? En effet, enfin ça c'est aussi une priorité de l'enseignement en milieu pénitentiaire de travailler le lien avec la sortie et que donc enfin d'une façon institutionnelle on travaille étroitement avec tous les services, notamment de l'éducation nationale, hein, mais aussi les missions locales, enfin tous les services qui travaillent sur ce champ du retour à la scolarité ou du retour en formation, en essayant de créer le lien le plus fluide entre ce qui s'est travaillé en détention et ce qui peut se poursuivre à l'extérieur. Mais je pense que Catherine aura des exemples concrets à vous donner. Alors oui, encore une fois, un exemple qui va être spécifique, mais qui peut complètement être valable dans d'autres établissements. J'ai parlé d'individualisation tout à l'heure, c'est exactement la même chose pour la poursuite des études. C'est-à-dire que très souvent, on a la chance, lorsqu'on travaille avec une université ou avec une structure de formation à l'extérieur, d'avoir un partenaire dédié, un interlocuteur. Et grâce au service d'insertion et de probation, également avec lequel nous travaillons en étroite collaboration, on arrive à mettre en contact directement la personne détenue avec le référent
dans l'université ou dans l'école avec laquelle il avait commencé la formation, ce qui fait qu'il a un interlocuteur dédié lorsqu'il sort, ce qui lui facilite complètement les choses parce que c'est identifié, c'est même parfois, je pense, en POCNAM, avec lequel on est en partenariat, donc le Conservatoire national des arts et métiers. Nous avons une coordonnatrice pédagogique qui est sur toute la France, qui intervient, qui connaît les étudiants. Un étudiant qui sort et qui veut poursuivre sa formation au cours du soir au CNAM, il suffit qu'il aille directement contacter la personne à son bureau qu'il a déjà rencontrée en détention et le lien se fait, ça peut se poursuivre de cette manière-là, par exemple. C'est aussi évidemment quelque chose de tout à fait prioritaire pour les mineurs et les jeunes majeurs. Et on a, par exemple, pour les mineurs aussi des conseillers d'orientation, donc psychologues de l'éducation nationale, qui interviennent et qui pour justement travailler cette poursuite scolaire et ce retour à la formation et à la scolarité. Donc ça, c'est important aussi de le mentionner. Et puis je voulais aussi mentionner, enfin parce que c'est vraiment important, hein, une individualisation et beaucoup d'engagement, hein, de dévouement pour trouver des solutions. Et ça va de la formation aux études supérieures ou des enseignants ou des RLE passent beaucoup de temps à rematérialiser des cours qu'eux-mêmes sont allés chercher sur Internet avec les comptes de formation du détenu, etc., à aussi des recherches, des liens avec l'environnement pour trouver des solutions pour chacun de sorties positives au sens de formation du terme. Peut-être juste un autre exemple, que ce soit dans le premier ou dans le second degré. Il nous est arrivé d'avoir des étudiants qui commençaient une préparation à un examen en détention et qui étaient libérés avant l'examen. On s'est toujours débrouillé pour qu'ils puissent le passer à l'extérieur, voilà, et donc ne pas avoir abandonné leur préparation finalement. Donc là, il y a un vrai souci et une vraie envie que ça se fasse. Et quand la personne détenue souhaite concrétiser son examen, on arrive à le faire. Moi, j'aimerais bien compléter cette question et après, on va clore le temps et laisser la parole à Geneviève Perrault. Et on va clore ainsi la table ronde. Je voulais juste signaler que, en fait, c'est aussi très dépendant quand même de la façon dont la personne va ressortir, si sa préparation à la sortie, en général, a été bien faite ou si elle est bien accompagnée. Parce qu'on se doute bien que pour des personnes qui ont pour premier souci de se loger, de trouver un travail, parfois les questions scolaires passent au second, au troisième, au quatrième plan. Voilà, donc je veux dire, il faut pas du tout occulter ça. Et il y a quand même des grosses questions qui se posent sur la préparation à la sortie de la part des personnes détenues en France, et ça a un impact sur ce raccrochage scolaire. Et puis moi, pour avoir mené un dispositif à l'Université Paris-Nanterre qui accompagnait les étudiants détenus, on s'est aussi retrouvé heurté à ces questions-là, hein, et puis à d'autres où la personne, par exemple, était interdite de territoire et en fait, elle s'était inscrite, du coup, elle était interdite de territoire, mais le territoire sur lequel était l'université comprenait le territoire des Hauts-de-Seine dans lequel cette personne ne pouvait pas aller. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça aussi qui ne facilitent pas forcément la continuité, même si les enseignants sur place se dévouent, s'ils ont des accompagnements, c'est quand même extrêmement compliqué. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je clôt la table ronde officiellement. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. En fait, à vous trois, c'est nous qui vous remercions au nom de la chaire et toute l'équipe, donc Madame Fanny Salane, Madame Catherine Lefioux et Monsieur Jean-Luc Hérault. Je voulais profiter de ce moment aussi pour vous annoncer la tenue du 4e événement, le 4e webinaire qui se tiendra le 7 avril prochain sur le thème de l'éducation des jeunes en Amérique latine. Donc, l'événement original sera en espagnol avec traduction par nos interprètes en anglais et en français. Donc, encore une fois, au nom de la chaire, merci aux participants, merci à nos panélistes et merci à vous, participants, d'avoir été fidèles et d'avoir été présents. Et n'hésitez pas à nous écrire. Nous allons également diffuser et partager les ressources documentaires et les références bibliographiques qui ont été présentées par nos panélistes. Un grand merci.